Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la diplomatie parlementaire en marche, une approche qui se renforce avec cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Les deux personnalités ont évoqué les liens de coopération entre les deux pays, notamment au niveau des parlements. Abdullah bin Hamed invite Adama Bictogo à une visite en terre d'Arabie Saoudite. Santé, agriculture, éducation, autant de secteurs qui ont bénéficié du soutien de l'Agence française de développement. L'AFD a débloqué plus de 2900 milliards de francs CFA. C'est le point des actions en 4 ans. Un bilan jugé satisfaisant alors qu'Emmanuel Desbrois est en fin de mission à la tête de l'agence. À l'heure de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on parlera de l'histoire de l'armée ivoirienne. Elle débute dès les premières heures de la souveraineté. Les pionniers politiques et militaires ont alors tracé les sillons de son rayonnement. La modernisation des forces s'est renforcée ces dernières années. Malgré les mises en garde de Pékin, Nancy Pelosi est à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants américains dit être venue apporter le soutien des États-Unis à la démocratie taïwanaise et à ses 23 millions d'habitants. La Chine voit en ce déplacement une provocation. Le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Adama Bictogo et Abdullah bin Hamed ont parlé du rapprochement entre les parlements des deux pays. Le diplomate saoudien a invité le patron de la Chambre basse du Parlement à effectuer une visite d'amitié et de travail en terre d'Arabie Saoudite. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite entretiennent de bons rapports de coopération. Une coopération que les deux États souhaitent voir renforcée au niveau de leur Parlement. Le sujet est au cœur de cette rencontre entre Abdullah bin Hamad, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, et Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Nous avons profité de l'occasion pour échanger la liste des groupes d'amitié parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous souhaitons renforcer les relations parlementaires entre le Conseil consultatif du Royaume d'Arabie Saoudite qui est Al-Shura et le Parlement de la République de Côte d'Ivoire. Le rapprochement entre les institutions parlementaires des deux pays, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire prônée par le président Adama Bictogo. Cette visite s'inscrit dans le prolongement de l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le roi d'Arabie Saoudite. Je crois que la diplomatie parlementaire viendra être un plus de l'excellence de la diplomatie existante déjà entre le roi de l'Arabie Saoudite et le président son Excellence Alassane Ouattara. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a invité le président de l'Assemblée nationale à effectuer une visite de travail et d'amitié dans son pays. Une invitation à laquelle Adama Bictogo a répondu favorablement. Allons voir à présent dans la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs étaient en séance d'information à Yamoussoukro pour le grand oral. L'invité était Léon Désiré Zalo, conseiller au Conseil d'État. Il s'est prononcé sur le foncier rural. Il a fait un état des lieux et donné des perspectives qu'on voit dans cette correspondance de Kader Sogodougou. La loi sur le foncier rural, le numéro 98-750 du 23 décembre 1998. 29 articles répartis en 6 chapitres. Malgré l'existence d'un contenu juridique, les conflits sont légion. La Chambre haute du Parlement, le Sénat, veut crever l'abcès. Léon Désiré Zalo, magistrat, conseiller au Conseil d'État, est face aux sénateurs qui veulent en savoir davantage. Exposé, questions, réponses. Désiré Zalo apporte des éclaircies. Il y a un certain nombre de malentendus qui vont être levés. Et c'est seulement que ces malentendus vont être levés que les populations vont adhérer à cette loi. Et les populations doivent adhérer parce que cette loi leur apporte quoi? Cette loi restitue à leurs biens régis par les droits coutumiers leur vraie valeur. C'est-à-dire la terre rurale sera dorénavant un bien qui constitue une richesse. La loi de 1989 sur le foncier rural doit pouvoir régler les conflits existants. Pour la vulgariser, déjà, il faut la connaître. Et organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur tout le territoire national
au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des sous-préfectures, au niveau des villages et même au niveau des campements. Même si le campement n'est pas une entité légale reconnue par l'administration du territoire, mais les populations qui vivent dans les campements doivent également être informées du réel contenu de la loi relative au domaine foncier rural. Foncier rural, foncier urbain. Le colloque à venir, à l'initiative du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, sera certainement une contribution pour un climat social apaisé. En économie, l'Agence française de développement a débloqué plus de 2900 milliards de francs CFA en 4 ans, un bilan à l'actif d'Emmanuel Desbroises. En fin de mission à la tête de l'AFD, ce montant a permis d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le financement de plusieurs projets. Lanciné Bakayoko. Durant les 4 dernières années, la santé, l'agriculture, l'hydraulique, l'assainissement, les infrastructures routières, l'énergie, la sécurité et les appuis budgétaires auront été les principaux leviers qui ont bénéficié de l'engagement de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire. Ces engagements, aussi bien au niveau des prêts souverains que du contrat de désendettement et de développement, s'élèvent à 2902 milliards de francs CFA. Et M. Desbroises y a contribué substantiellement, particulièrement les prêts souverains et le 3e C2D à hauteur respectivement de 1000 milliards de francs CFA et de 751 milliards de francs CFA, soit 60% des concours de son institution en seulement 4 ans. Nous l'avons vu s'investissant pleinement à la recherche des solutions optimales et de compromis dans les discussions tout en veillant au respect des règles et procédures de son institution. Malgré ce départ inhérent à la mobilité et à la rotation qui rythme le parcours des expatriés dans les institutions, le dynamisme de la coopération construite sera maintenu et renforcé à la hauteur de la qualité des relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire. En 4 ans, c'est pas moins de 246 missions de l'AFD. Alors ça paraît comme ça un chiffre, et en plus on a eu le Covid entre les deux qui est un petit peu contraint pendant une période. Et quand on pense que chacune de ces missions a été reçue par le directeur de cabinet du Premier ministre, par l'ensemble des ministres, de ses collaborateurs, donc ça montre surtout la richesse de cette relation et de ce partenariat. L'éducation, formation, emploi, le développement rural et urbain, la biodiversité, les technologies propres, la justice, les droits de l'homme, l'industrie culturelle et créative sont les autres axes majeurs de la coopération financière avec l'Agence française de développement. Et cette Côte d'Ivoire qui avance célèbre l'an 62 de son indépendance le 7 août à Yamoussoukro. Rendez-vous à Yamoussoukro pour la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le moment de parler de son armée. Sa naissance date du 27 juillet 1960, une période au cours de laquelle ses pionniers politiques et militaires ont pris la relève des unités de l'armée française. Ils ont tracé les sillons de son rayonnement. La modernisation des forces est en marche depuis quelques années. L'histoire de l'armée ivoirienne nous est contée par Abou Sanogo. L'armée ivoirienne est née au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Fruit de la vision du président Félix Houphouët-Boigny, elle a pris la forme juridique avec la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960. Les missions de cette jeune armée seront définies par la loi numéro 61-209 du 15 juin 1961, portant organisation de la défense et des forces armées. Les premiers serviteurs de l'armée ivoirienne sont Félix Houphouët-Boigny, président de la République, fondateur des forces armées ivoiriennes dont la vision était de bâtir une petite armée moderne, bien équipée et bien entraînée, capable de défendre la patrie. Jean Konabani, ministre de la Défense et du Service civique. Gervais Kofi, directeur du cabinet du ministre de la Défense. Robert Lamizana, attaché du cabinet. Et plus tard, dès 1963, Mbayabli Kouadio, ministre des Forces armées et du Service civique. Le chef suprême des armées venait ainsi d'entériner l'organisation de l'armée ivoirienne avant de procéder à la signature des premières nominations. Le capitaine Ouattara Paul Doumadakin est promu chef de bataillon, chef d'état-major des Forces armées nationales du Côte d'Ivoire, FANCI.
la gendarmerie nationale. Au cours d'une cérémonie officielle, 1800 hommes et du matériel ont été également transférés dans les pelotons mobiles de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a ainsi sa compétence nationale. De plus, la Côte d'Ivoire, avec ses 500 km de côte et son réseau de lagunes, se devait de posséder une marine nationale. Sous les ordres du lieutenant de vaisseau Durand, les marins ivoiriens sont installés provisoirement dans des baraques au quai des Badaniers. L'armée de l'air, la date du 30 septembre 1961 est choisie pour la cérémonie de transfert qui a lieu à Port-Boué. Sont transférés à l'escadrille ivoirienne le personnel et le matériel prélevés sur l'unité aérienne française stationnée à Bouaké en Côte d'Ivoire. Son Excellence Léon Brasseur, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui remet à Jean Konabani, ministre de la Défense nationale et du service civique, 3 avions, un Dakota et 2 Broussards. Un hélicoptère C4 viendra s'ajouter aux autres aéronefs ainsi que 2 Alouettes 2 en 1964. À l'origine stationnée à Abidjan au Camp Mangin, l'armée ivoirienne, au cours de la première année, s'implante progressivement sur toute l'étendue du pays. D'Abidjan à Korogo, de Bondoukou à Man, dans les villes et villages les plus éloignés de la capitale, les habitants virent les soldats, les premiers recrues de l'armée ivoirienne installer leurs tentes. Depuis 2011, la modernisation des forces armées de Côte d'Ivoire est en marche. Les moyens de combat, terre, air, mer et de toutes les unités s'accroissent, ainsi que ceux des conditions de vie des hommes. Se sont succédés à la tête de l'état-major général des armées les officiers généraux qui ont marqué leur époque, de 1960 à nos jours. Le général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Dakin, de 1961 à 1974. Le général de corps d'armée Ibrahima Koulibaly, de 1974 à 1979. Le général de division Bertin Zézé Barouan, de 1979 à 1987. Le général de brigade Ori Félix, de 1987 à 1990. Le général de brigade Guy Robert, de 1990 à 1995. Le vice-amiral Lassana Timité, de 1995 à 1999. Le général de brigade Soumaïla Diabakate, de 1999 à 2000. Le général de division Mathias Doué, de 2000 à 2004. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, de 2004 à 2011. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, de 2011 à 2017. Le général de corps d'armée Touré Sekou, de 2017 à 2018. Et le général de corps d'armée Lassina Doumbia, depuis le 31 décembre 2018. Et ce document que vous venez de voir avec Kabou Sanogo nous donne une idée des couleurs des festivités de l'an 62 à Yamoussoukro, la capitale politique qui commence déjà à refuser du monde. Les réceptifs hôteliers font leur toilette. Différents secteurs d'activité sont également concernés par les préparatifs. Notre reporter Éric Goré a sillonné certains endroits. Voici son reportage. Les 28 degrés de ce matin sont passés à 34 degrés cet après-midi à Yamoussoukro. Le temps est clément avec le soleil doux qui a pris progressivement la place de la belle pluie à laquelle nous avons eu droit. Ici à Yamoussoukro, le compte à rebours a commencé à quelques jours de la célébration des 62 ans de la Côte d'Ivoire. Les 450 000 habitants de cette coquette ville, issus de toutes les couches sociales, sont conscients des défis à relever. Et déjà, les taximens sont en œuvre. La route nous fatiguait, ils ont réaménagé tout, donc bon, il n'y a pas de souci. Pour ravitailler tous les automobilistes de façon permanente, les gérants de stations-service rassurent. Nous, à notre niveau, on a déjà pris nos dispositions parce que, compte tenu de l'indépendance, on sait qu'il va y avoir plein de personnes qui seront à Yamoussoukro. Donc, du coup, on a déjà pris nos dispositions par rapport au ravitaillement. À ce niveau, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas les tenanciers des restaurants qui seront à marge de ce grand rendez-vous. Nous avons recruté de nouveaux serveurs. Jamais vous voyez que nous avons mis les drapeaux pour vous dire que non, nous sommes vraiment prêts ici. Les hôtels ont déjà commencé à recevoir le premier client. Haut ou moins standing, chacun devra tirer son plan. Depuis l'annonce de l'indépendance à Yamoussoukro, il faut dire que nous avons déjà pris toutes les décisions possibles. Vous savez, quand le président dit qu'il fait ça,
aussitôt tout le monde se met en branle. Je parie que nous allons accueillir, même si c'est 5-10 000 personnes, nous ferons tout pour accueillir ces personnes-là. Déjà, nous avons commencé à réceptionner tous les hôtels. Et en même temps, ça ajoute les résidences qui viennent d'être créées. Et je pense qu'en tout cas, ils seront servis. Certains travaillent à faire connaître leur réceptif hôtelier. Et nous sommes rassurés que nous pourrons vraiment leur offrir ce souvenir-là, de la belle fête d'indépendance que nous allons avoir cette année. Cette célébration sera marquée par la présence de la plus grande autorité du pays. Si on le voit vis-à-vis, il vient nous saluer, on peut dire un mot. Le président de la République a invité à ses côtés ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. C'est donc du beau monde qui rallie la capitale politique ivoirienne. C'est pour protéger toutes ces populations que les forces de défense et de sécurité font déjà la reconnaissance de la ville. Et ce vaste mouvement de préparatifs pour une célébration particulière cette année à Yamoussoukro, avant le 7 août, la veille samedi, il y a le concerto avec en live une personnalité mondiale du reggae que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir Koulibaly. Merci d'avoir accepté de passer sur notre plateau pour parler de ce concerto et vous serez en live. Est-ce qu'on peut dire, quand on a regardé surtout ce reportage, que Alpha Blondy s'impatiente lui aussi de retrouver ses fans à qui il a manqué? Eh bien, nous sommes très heureux de participer au concerto pour l'indépendance et tous les Baramoro sont invités. Après la réunion de famille à l'Hôtel Ivoire, 15 juillet. Le 15 juillet, maintenant c'est la réunion au village. Okay. À Yamoussoukro. Et là, il ne faut pas rater. J'invite tous les Baramoro et les Baramorotes. Okay? Quelle que soit votre obédience politique, venez. Et la fête sera belle. Nous, les musiciens, on est prêts. Okay? Venez nombreux et surtout avec ta permission, Koulibaly. Oui. Okay? J'aimerais inviter mes 3 grands frères pour donner cet exemple de cohésion, pour l'union des Ivoiriens. T'imagines un peu, Koulibaly, si on voyait assis à côté le président Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Babo, alors ça va faire mal, ça va déchirer. Donc vraiment, les grands frères, si vous me suivez, voilà, si vous venez là, ce serait un exemple de cohésion sociale, d'unité nationale, jamais fait dans ce pays. Vraiment. Et les Baramoro, de tous les partis, les Baramoro du PDCI, du RHP, du RDR, j'en passe. OK? Vous seront tous là. Les Baramoro, quel que soit votre parti politique, venez. OK? Le grand frère Alassane Ouattara, merci. OK? Le gouverneur Mambé, merci. Mon frère Lasper, merci. Vous avez goupillé cette fête-là et il faut que ce soit un succès total et absolu. Ah oui, au niveau musical cette fois. Ça va déchirer. C'est Alpha Blondy et tout le Solar System. Yeah. Okay. Mais il y aura quoi comme contenu en termes de musique? C'est sûr qu'on ne pourra pas tout revoir. Si je dévoile mes batteries, ce ne sera pas intéressant. Mais par contre, ceux qui viendront, Inch'Allah, ils vont prendre ça dans la gencive. D'accord. Merci beaucoup. Merci, mon frère Koulibaly. Et les gars, venez. Mes grands frères, je vous en supplie, que Dieu fasse ce miracle. Venez et que la fête soit belle grâce à vous. Sciencez un peu. Merci beaucoup. Merci Alpha Blondy. Je rappelle qu'on vous retrouve en live le 6 août au concerto de l'indépendance à Yamoussoukro. Et c'est à Yamoussoukro que 500 jeunes sont en service civique, un modèle dont la Guinée-Bissau entend s'inspirer. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport bissau-guinéen est en mission de travail en Côte d'Ivoire. Ce week-end, Augusto Gomez était dans la capitale politique pour comprendre cette initiative. Le reportage de Kader Sogodogo. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. La phase pilote du service national des jeunes est à présent effective. L'espérance promise à l'humanité en Fojotini dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. À peine lancé, le modèle ivoirien suscite déjà des convoitises. La Guinée-Bissau est venue s'imprégner de ce modèle de prise en main de sa jeunesse à travers le civisme et le respect de certaines valeurs. Son ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport,
Augusto Gomez est accueilli par Moussa Kader Diaby, directeur général de l'INPHB, et par des responsables du service national des jeunes. Échange avec les jeunes, découverte du contenu de la formation et présentation de l'INPHB. La Guinée-Bissau dit avoir frappé à la bonne porte. Je suis en train de faire des visites aux structures partenaires du ministère de la Jeunesse pour prendre des expériences de la Côte d'Ivoire pour essayer de les répliquer en Guinée-Bissau pour améliorer les conditions des jeunes bissau-guinéens. Yamoussoukro habite le 7 août 2022 les festivités liées à la célébration de l'an 62 de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau annonce sa participation effective. On est en préparation pour la fête du pays. Nous sommes ensemble dans ça. Mon président, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, il sera là en tant qu'invité d'honneur pour participer à cet événement très important de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais de tous les pays de la CEDEAO. Les jeunes du service national ont gratifié l'hôte du jour d'un défilé. C'est juste un aperçu du spectacle qu'ils offriront le 7 août 2022 à la place Jean-Paul II en présence du président de la République Alassane Ouattara et de ses invités. Et puisqu'on parle de formation, c'est assurément l'une des plus grosses fiertés de ce bac 2022. Le jeune Moustapha, tenez-vous bien, amputé du bras droit à 2 mois des examens, mais c'était loin d'édoucher sa volonté de vaincre. Il obtient son diplôme en série C avec 294 points. La ministre de la Solidarité a reçu le bachelier. Miss Belmondo Dogo s'est engagée à lui apporter le soutien du gouvernement dans la prise en charge médicale et universitaire. C'est un reportage de Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Âgé de 17 ans, Moustapha vient de réussir son baccalauréat session 2022 avec 294 points. Un examen obtenu au prix de grande douleur. En avril dernier, il est victime de fractures au bras droit lors des épreuves physiques. Vu la gravité de l'accident, Moustapha est amputé mais ne perd pas espoir d'achever l'année scolaire. Il a reçu le soutien de son professeur de physique et de son médecin. J'étais vraiment choquée, mais Dieu aidant, Madame le ministre de la Solidarité nous a fait une grande faveur et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés à Abidjan et la suite est prometteuse. Je suis allé rendre visite à l'Institut, l'amputation a eu lieu et donc là-bas déjà il s'est exercé à écrire et pendant la préparation je l'ai accompagné dans la rééducation de telle sorte qu'il puisse utiliser le bras gauche. Moustapha avait posté une publication sur Internet pour demander de l'aide. Il est alors repéré par les services du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. 48 heures après, il est reçu par la ministre Miss Belmondo Dogo, qui lui traduit la solidarité du gouvernement. Ce qui nous a marqué, c'est sa résilience. Seul, il a appris à écrire avec la main gauche et ensuite son professeur l'encadrer pour lui permettre d'avoir une meilleure écriture. Le ministère va l'accompagner. Nous lui avons dit que nous lui donnons 4 ans pour qu'il sorte ingénieur en bâtiment et pour nous, il mérite une bourse d'études. Non seulement il est meilleur parce qu'avoir 95 points sur 100 en mathématiques, il mérite tout l'accompagnement du gouvernement. Cette solidarité est aussi matérialisée par des dons en numéraire ainsi que des engagements pour des prises en charge universitaires et médicales. De quoi soulager le nouveau bachelier. Dès le début même, avec l'aide des professeurs, des amis et parents, c'est passé très vite, donc je n'ai pas tout ressenti cette douleur. Un grand remerciement à Madame le ministre de la Solidarité et aussi au niveau d'Abengoundon Drena qui a vraiment tout fait. Dès le départ jusqu'à aujourd'hui. À la demande du ministère, Moustapha va bientôt bénéficier d'une prothèse d'ici fin septembre.
Et voilà le déroulement d'une autre affaire souvent relayée dans la presse. Un homme accusait une banque de la place et la BCEAO de faire obstacle à une opération bancaire portant sur la somme de 40 milliards de francs CFA. La Chambre de jugement du pôle pénal économique et financier a rendu sa décision le 28 juillet. Elle bat en brèche les accusations de l'homme. Appelé donc à comparaître, il a brillé par son absence au procès. Le tribunal a alors émis un mandat d'arrêt international. On voit tout avec Franck Quadio. L'affaire est rendue publique sur Internet. Un opérateur immobilier depuis plusieurs jours accuse des institutions financières et bancaires de faire obstruction à une opération portant sur 40 milliards de francs CFA. Les mises en cause saisissent donc les autorités compétentes. Les faits remontent en 2020. Le représentant du parquet face à la presse situe le contexte. Une banque qui reçoit de son client un document bancaire. Les agents de la banque constatent des anomalies flagrantes. Cette banque contacte la banque qui est censée l'avoir émis. Et la banque, la Barclays Bank de Londres, indique clairement dans un courriel qu'il s'agit d'un document falsifié. Une plainte est donc portée le 15 décembre 2020. À la suite des investigations de la police économique et financière, M. Tebili est interpellé, M. Kofi Amon également, le notaire instrumentaire, et une information judiciaire est ouverte. En 2020, Amon Kofi Julien et 3 autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel et leur est reproché d'avoir procédé de façon frauduleuse. La cellule nationale de traitement des informations financières, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et l'expert désigné et payé par les parties elles-mêmes sont arrivés à la même conclusion, à savoir que le SWIFT produit ne répondait pas à la nomenclature officielle d'un tel document et qu'il avait été modifié par incorporation de caractères. Vous avez donc un document falsifié. En réponse, un rapport d'expertise est sollicité par les accusés. Le tribunal fait droit à cette demande. La même conclusion, le document est falsifié. 2 ans après, lorsque la date de son jugement est annoncée, vous avez M. Kofi Amon Julien qui commence à faire des vidéos sur le réseau social Facebook où il accuse la société ivoirienne de banque, la BCEAO, d'être impliquée dans un prétendu détournement de la somme de 40 milliards de francs CFA. À la réalité, il n'est pas question, selon le parquet, de 40 milliards de francs CFA, mais plutôt de 19 milliards émis par un notaire sur la base de la méthode mise en cause par les experts. Conséquence ? Contrairement aux allégations du sieur Tebili, Digbe Michel et Kofi Amon Julien, la Chambre de jugement du pôle pénal économique et financier, à l'audience du 28 juillet 2022, a mis hors de cause le notaire instrumentaire, Maître Assalé Tano Jean-Marie, et déclaré Kofi Amon Julien coupable des faits d'usage de faux en écriture privée de commerce et de banque et de tentatives d'escroquerie portant sur la somme de 19 678 710 000 francs et à 1 million de francs d'amende. Quant au sieur Tebili Digbe Michel, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 années. Cependant, l'accusé Amon Kofi Julien ne s'étant pas présenté à son dernier procès. Le 28 juillet 2022, cette juridiction a vidé sa saisine et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de 3 années. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. Il subira la rigueur de la loi pénale. D'autant que le pôle pénal économique et financier est une juridiction spécialisée en charge de la répression de la criminalité financière. Le ministre des Eaux et Forêts a visité le lac de San Pedro. Laurent Tchagba a pu constater l'agression de ce planteau. Il est atteint à plus de 45%. Laurent Tchagba a pris alors des mesures pour l'aménagement de ce lac dans les tout prochains mois. C'est ce que nous rapporte Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra. En janvier 2022, l'opération de dénombrement et d'identification des oiseaux d'eau effectuée par les services forestiers du San Pedro a estimé un effectif de 3150 oiseaux d'eau.
répartis entre 14 espèces migratoires et sédentaires. Ce résultat place le lac de San Pedro au deuxième rang d'importance des sites ivoiriens d'observation dans le cadre du programme international de dénombrement et d'identification des oiseaux d'eau. Malheureusement, si rien n'est fait, le lac de San Pedro risque de disparaître du fait de l'agression qu'il subit chaque jour. Agression liée aux activités humaines. En visite de travail dans la cité balnéaire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est allé constater l'état d'agression de ce lac. Ici à San Pedro, on assiste de façon régulière à des remblais du lac pour l'extension de la zone industrielle ou bien pour des terrains urbains. Ensuite, il y a des dépôts d'ordures. Des restaurants, des habitations qui, au lieu d'avoir des fosses septiques, déversent tout. Situé entre deux grandes zones industrielles, l'urbanisation galopante avec le phénomène du remblayage a réduit de 45% la superficie initiale du plan d'eau de ce lac. Pour le ministre Laurent Tchagba, il faut faire vite. Dans l'urgence, un plan d'aménagement sera réalisé pour sauver le lac de San Pedro. La loi dit, quand on a un cours d'eau, de part et d'autre, la servitude c'est 25 mètres. Donc il faut déjà s'appuyer sur la loi pour dire aux maires, à tout ce monde-là, que vous n'avez pas le droit de faire des lotissements jusqu'à 0 mètre de la berge. À compter de ce jour, on a constaté que vous remblayez ceci, cela, il faut arrêter. Prenons nos responsabilités et travaillons à sortir un plan d'aménagement de ce site-là. Des campagnes de sensibilisation sur la non-agression du lac vont être menées avant la phase de répression, a ajouté le ministre Laurent Tchagba. Et on s'intéresse à la lutte contre la vie chère. La Direction générale du commerce intérieur a rencontré les organisations professionnelles de commerçants. Ces acteurs exhortés au respect des mesures du gouvernement qui visent à soulager les ménages. Michel Mambo. 3 heures d'échange à bâton rompu. Principal sujet évoqué, la lutte contre la cherté de la vie. Pour faire face à la hausse des prix constatée ces derniers mois sur certains produits de grande consommation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. Plafonnement des prix, affichage systématique, subvention des boulangers, entre autres. Des mesures censées soulager les ménages ivoiriens. Mais constat sur le terrain, certains commerçants ne l'entendent pas de cette oreille. La Direction générale du commerce de l'intérieur et le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, une énième fois, on appelle au civisme et au sens de la responsabilité des acteurs du secteur. Il est inadmissible que ces mesures ne soient pas ressenties par les populations parce que certains maillons de la chaîne ne respectent pas les règles, n'appliquent pas les prix plafonnés. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Derassouba, a souhaité que nous rencontrions les organisations et leur rappeler qu'ils ont l'obligation de les appliquer. L'administration du commerce est d'une démarche tolérance zéro en ce qui concerne les non-respect des mesures de plafonnement des prix et d'affichage des prix. Engagement pris, les responsables des organisations professionnelles de commerçants veulent bien compter sur le soutien du gouvernement. Nous partons en retour expliquer à nos commerçants et aux opérateurs économiques. Moi, mes préoccupations, c'est de revoir les grossistes et les usiniers, de revoir les prix. Nous faisons la couture vivrière, nous plantons, nous vendons, nous achetons. Donc on a besoin du matériel. La lutte contre l'anarchie dans le secteur du commerce est également engagée. Une carte d'identité du commerçant est en vue. Dans le reste de l'actualité, malgré les mises en garde de Pékin, Nancy Pelosi est à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants américains est arrivée sur l'île ce mardi au soir. Elle est la plus haute responsable américaine élue à se rendre sur l'île en 25 ans. Elle explique être venue apporter le soutien américain à la démocratie taïwanaise et ses 23 millions d'habitants. Cette visite pourrait enflammer des relations déjà tendues entre Washington et Pékin. Pékin qui voit en ce déplacement une provocation puisque la Chine considère l'île comme une partie de son territoire. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on n'achète pas un chien qui a de la poussière dans les yeux. Dieu le voulant, on se retrouve demain.